This meeting is being recorded. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'arrive, je suis avec vous. Le temps, on vient juste de finir la précédente réunion. Je fais ma redirection sur notre page YouTube, histoire de rien oublier, de vérifier que tout est parti. Et je suis à vous. Hop, 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 le temps de tout démarrer. Bon, bah, déjà un petit peu de monde, c'est bien. Je vérifie que vous avez des partages aussi. Voilà, vous pourrez comme ça faire des partages d'écran. C'est surtout ça qui est important. On va pas redémarrer. Bon, ça devrait partir dans 3, 2. Deux petites secondes, je suis à vous. Voilà, ici c'est parti. Voilà, comme ça, on est dans tous les coins. Il y a le coin et il n'y a pas de souci. Bonjour donc à tous, Monsieur Dionnet, Madame Jean ou Chantal, est-ce que c'est tout écrit? Madame Jean. Oui, bah non, vous avez, oui, Jean. J'aurais dû m'en douter. Bon, bah, écoutez, enchanté de faire votre connaissance. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir pu débloquer une petite heure de votre temps, pendant une heure ou même un peu plus, parce que vous serez les derniers. Après, on fera un bilan, mais là, on est moins contraint par le calendrier. Donc, pour refaire une petite introduction, donc Poitiers, l'université de Poitiers, partenaire de l'université de Djibouti depuis un certain nombre d'années. Je n'ai même pas l'historique, mais ça fait quand même depuis quelques temps. Vous avez travaillé avec notamment la faculté de droit, notamment sur la co-construction de la licence, un master aussi il y a quelques temps. Beaucoup d'étudiants continuent de choisir Poitiers dans leurs vœux de candidature à travers la plateforme Études en France. Donc c'est pour ça que c'est vrai que je souhaitais à ce que l'université soit présente sur cette troisième année de rencontres virtuelles. Voilà, pour ne pas oublier voilà, qu'il y a des universités qui sont partenaires de Djibouti depuis longtemps, que les étudiants djiboutiens ils sont accueillis très favorablement et que nombreux sont ceux qui viennent chez vous et qui repartent diplômés. Bon, je pourrais citer notre camarade et ami Opsier, qui est aujourd'hui le directeur, je ne peux pas me tromper sur son titre, mais enfin, qui a eu son doctorat il y a déjà 2 ans maintenant, et qui a donc aujourd'hui une belle place à l'université, qui permet d'encadrer très efficacement les étudiants de la faculté de droit et cogestion, qui est aussi un partenaire important de l'ambassade de France et a fortiori aussi de notre espace Campus France, vraiment pour aider, aiguiller les étudiants. Mais bon, l'université de Poitiers, ce n'est pas que le droit. C'est pour ça que je tenais à un focus peut-être un petit peu large. Alors, je ne connais pas le contenu de votre diaporama, donc je vais le découvrir avec nos étudiants, les quelques étudiants qui seront là, ceux qui seront en direct éventuellement sur YouTube ou dans la salle de spectacle Arthur Rimbaud de l'Institut français. Donc, ben, je vous laisse la main sur le diaporama, sur les présentations. Prenez le temps que vous voulez. Nous sommes là, tout oui. Nous vous écoutons avec grand plaisir, en tout cas, et je renouvelle bien évidemment mes remerciements pour votre chaleureuse participation et d'avoir accepté notre invitation. Voilà, c'est à vous. Non. Non, alors le micro semble capricieux, monsieur Dionnet. Peut-être si vous débranchez le
casque ou on repart à Est-ce l'écran. que vous m'entendez? Moi, je vous entends, oui, madame, je vous entends, oui. Je vous entends. Monsieur Dionnet, on le voit, mais on ne l'entend pas. Peut-être au niveau du casque, Ben, là. je vais commencer du coup. Le temps, peut-être qu'on essaie de résoudre le problème technique. Hmm, Après, d'accord. sinon, on peut partager le bureau aussi s'il faut. Donc, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Donc, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, moi-même et Monsieur Dionnet travaillons tous les deux à la faculté de droit. En effet, il y a des échanges euh, historiques avec Djibouti qui ont commencé, je pense, en 2010, si je ne me trompe pas. Bon, là, j'entends deux personnes, mais pas Monsieur Dionnet. C'est bon, c'est réglé. Voilà, donc en tous les cas, il y a des enseignants de Poitiers, en effet, qui ont souvent fait des enseignements à Djibouti, qui ont participé, en effet, à la fondation de la maquette, à la faculté de droit. Donc, en tous les cas, on va vous présenter donc l'université dans son ensemble, la vie à Poitiers dans son ensemble, mais on va quand même faire un certain focus sur l'offre de formation dans notre faculté que l'on maîtrise mieux, de fait. Voilà, donc je passe à la diapo d'après. Alors, comment? Suivant. Voilà, donc la ville de Poitiers, donc c'est une ville de taille moyenne en fait qui fait environ 100 000 habitants. Poitiers est situé en fait à mi-chemin, en tous les cas entre Paris et Bordeaux, et facilement accessible en train en fait. Hein. Il y a un train qui prend 1h15 maintenant. En fait, on peut faire le trajet Poitiers-Paris très très rapidement. Donc, c'est une ville historique qui s'est développée il y a plus de 2000 ans. Elle était particulièrement prospère entre le 10e et le 13e siècle. Donc, la ville regorge en fait de monuments historiques. Malgré cela, ça reste quand même une ville très jeune parce qu'en fait, un habitant sur deux a moins de 30 ans. Donc, c'est une ville, vraiment une ville étudiante très attractive. Euh, Justement, elle est réputée en fait pour la qualité de vie qu'elle offre à ses étudiants parce que c'est une ville en fait accessible. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les services pour mener une vie étudiante épanouie. Et en même temps, les services, justement, sont accessibles financièrement. Je pense notamment, en fait, aux hébergements universitaires. Donc, les logements Crous, que l'on appelle, sont particulièrement abordables. On trouve des chambres pour 250 € par mois. Les tarifs dans le parc privé sont plus ou moins à peu près équivalents. Et du coup, cela fait en fait que la ville, elle est accessible et que les étudiants, justement, peuvent pleinement s'investir dans toutes les activités qui leur sont proposées durant l'année. Alors ici, on voit donc une des places principales de Poitiers pour vous donner un petit peu, vous mettre un peu dans l'ambiance. Ici, on a une vue sur l'hôtel de ville. Donc voilà, comme je disais, donc Poitiers est classé donc depuis plusieurs années en deuxième rang dans la catégorie des grandes villes françaises où il fait bon étudier. Donc pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Alors, l'université de Poitiers a été fondée en 1431. Donc, c'est une université particulièrement ancienne. À l'époque, c'était la deuxième plus grande université après Paris. Voilà, donc à ses tout débuts, l'université regroupait 4000 étudiants. Aujourd'hui, on y retrouve plus que 30 000 étudiants. Voilà, donc dans les différents sites de l'université de Poitiers. Donc, évidemment, la grande majorité des étudiants est à Poitiers. Par contre, il y a des sites délocalisés, donc à Niort, Angoulême et Châtellerault, qui sont des petites villes, environ 1 heure de Poitiers. Voilà. On retrouve 14 facultés, instituts et écoles, 3000 personnels, 37 laboratoires de recherche et 8 écoles doctorales. Voilà, donc je vais poursuivre. Donc Poitiers, donc ici on voit donc un groupe d'étudiants internationaux qui étaient à Poitiers, je dirais il y a 5 ans de là. Donc Poitiers est très fier en fait d'accueillir un très grand nombre d'étudiants internationaux par rapport aux autres universités françaises. En moyenne, on compte environ 4000 étudiants internationaux par an, d'environ 130 pays différents. Alors justement, pour affirmer en quelque sorte sa politique d'accueil
envers les étudiants internationaux. Le conseil d'administration de Poitiers vote tous les ans, en fait, l'exonération des droits différenciés. C'est-à-dire qu'il y a environ 6 ans de ça, le gouvernement français a mis en place des tarifs spécifiques pour les étudiants internationaux qui sont 10 fois plus élevés que pour les étudiants français. Et l'Université de Poitiers tient à exonérer les étudiants internationaux de ce surplus. Donc, en effet, les étudiants internationaux qui viennent étudier à Poitiers paient en règle générale les mêmes droits d'inscription que les étudiants français, c'est-à-dire 170 € pour une année en licence, donc première année, deuxième année, troisième année, et 243 € pour le niveau master. Donc, cette exonération s'applique en effet aux étudiants de Djibouti, car Djibouti fait partie des universités de l'AUF. Et par ailleurs, nous avons une convention bilatérale, une convention d'entente, ce qui fait que de toute façon, vous seriez exonéré, même si vous n'étiez pas dans un pays AUF. Est-ce que je passe la main, du coup? On va faire à 2 voix, mais voilà. On va faire à 2 voix, mais sur un seul poste. Je suis confus de ces problèmes techniques. La technique, ça ne fonctionne jamais quand on en a besoin. Et pourtant, nous avions testé le son avant. Ça allait, ce n'est pas grave. On n'était pas loin l'un de l'autre. On s'était mis Oui. dans 2 bureaux séparés pour faire simple, mais je peux très bien officier d'ici. Je n'ai pas eu l'occasion de dire bonjour à ceux qui assistent à cette session, donc je le dis maintenant. Je suis donc Jean-Pierre Dionnet, le responsable du service des relations internationales de la faculté de droit. Et je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, que je n'ai pas tout entendu puisque j'essayais de régler mon problème de micro. Oui, si, je voulais dire que le partenariat avec Djibouti date de 2010. Vous l'avez évoqué en tout début de votre petite introduction. 2010 à la demande de l'université de Djibouti qui venait de devenir université peu après avoir été un pôle universitaire jusqu'en 2006. J'ai révisé. Et effectivement, un certain nombre de nos enseignants ont participé à l'offre de formation sur place et au montage de l'offre de formation. Et puis, vous avez déjà cité Opsier, qui est un de nos doctorants issus de nos rangs et qui aujourd'hui occupe le poste de responsable des études juridiques à la faculté de droit de l'université de Djibouti, après avoir soutenu sa thèse ah, ça y est, j'ai oublié. En 2020, je ne sais plus le mois, mais c'était en 2020. Oui, c'est ces jours-là, oui. Donc, Chantal vous a déjà présenté quelques aspects de l'Université de Poitiers et puis de son implantation dans une ville de province française de moyenne importance. Quelles sont les études que l'on peut faire à l'Université de Poitiers? Alors, bon, on est, vous l'avez compris, tous les deux en poste à la fac de droit. Moi, je suis juriste également. Je suis rentré dans cette maison en septembre 1984, une date que les plus jeunes de ceux qui assistent à cette session n'envisagent même pas. Et j'en suis toujours pas sorti. Donc, je peux parler assez facilement des études de droit, mais dans le détail, mais moins facilement de tout le reste. Mais je peux vous présenter quand même sommairement les grands domaines qui sont enseignés à l'Université de Poitiers. Vous les avez sur cette diapo. Les sciences juridiques, économiques et de gestion tout d'abord, les sciences et technologies ensuite, sciences de la vie, du sport et de la santé, sciences humaines, lettres, langues et arts, et sciences de la formation et de l'éducation. Ah, alors, ce n'est pas ma machine, donc comment je passe? Clic droit. Suivant. Si nous détaillons légèrement ces différents grands secteurs, ils regroupent diverses, Chantal vous l'a dit, il y a 14 unités de formation à l'Université de Poitiers, donc ces unités sont réparties dans ces 5 grands secteurs que je viens de citer. Le premier, sciences juridiques, économiques et de gestion, avec, bon, à tout seigneur, tout honneur, hein, je nous cite en premier, la faculté de droit et sciences sociales, la faculté de sciences économiques, l'Institut d'administration des entreprises, l'Institut de préparation à l'administration générale qu'on appelle IPAG, et l'Institut des risques industriels, assurantiels et financiers, IRIAF, qui se trouve à Niort, puisque tout à l'heure Chantal disait que l'Université de Poitiers a ce qu'on appelle des délocalisations, des antennes locales dans la région, Angoulême, Niort et Châtellerault. Donc l'IRIAF se trouve à Niort pour sa part. Tout ce qui est assurance est à Niort. Niort est la ville française qui est la ville des assurances. Ce qui explique cette implantation en matière de formation.
Deuxième domaine, les sciences et technologies, avec la faculté de sciences fondamentales et appliquées. L'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, l'ENSIP. Troisième domaine, les sciences du sport et de la santé, avec, sans grande surprise, la faculté des sciences du sport et la faculté de médecine-pharmacie. Quatrième domaine, les sciences humaines, lettres, langues et arts, avec la faculté de lettres et langues et la faculté de sciences humaines et arts. Et puis, le domaine des sciences de la formation et de l'éducation, avec l'ESP, c'est-à-dire l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, qui s'appelle d'ailleurs maintenant INSPE, effectivement, mais dont la photo derrière a été conservée sur l'ancienne appellation avec SP. Après ces grands domaines proposés par l'Université de Poitiers en termes de formation, nous allons vous faire un petit focus sur la faculté de droit, puisque comme je le disais, ça, nous sommes en mesure de vous en parler assez largement. La faculté de droit et des sciences sociales est un des piliers de l'Université de Poitiers. L'Université de Poitiers a été fondée en 1431 sur quelques domaines d'enseignement, qui étaient le droit, la théologie et la médecine un peu plus tard. Et le droit est donc une des plus anciennes facultés de l'université, qui est elle-même une des plus anciennes universités de France. Vu de l'étranger, évidemment, ça n'a pas une importance folle, mais tout ça pour dire que nous avons un savoir dans l'apprentissage du savoir. La faculté de droit est l'une des plus grandes facultés de l'Université de Poitiers, avec 3000 étudiants en moyenne par an sur l'ensemble des formations de la licence, première année de licence, au doctorat. Et la faculté de droit a toujours accueilli en son sein un assez grand nombre d'étudiants internationaux de tous horizons, mais il faut le reconnaître, principalement beaucoup. Il y a toujours eu des liens, et ils sont très anciens, ils remontent au début du XXe siècle au moins, dans un contexte de colonisation, certes, mais ça, maintenant, il faut l'oublier. Un grand nombre d'étudiants internationaux, dont un grand nombre vient de l'Afrique subsaharienne, notamment. La faculté a accueilli, c'est de notoriété publique, alors on n'oublie pas de le citer, dans ses premières années ou dans ses premiers siècles, la faculté a accueilli des noms illustres comme Rabelais, Descartes, Lord Byron et quelques autres sur lesquels nous n'allons pas non plus quand même faire un cours. Quelques vues de la faculté, il y avait sans doute des commentaires. Là. Non, mais ça, c'est les cours de licence. Comme je ne suis pas sur ma machine, évidemment, je suis un petit peu embêté. Voilà, quelques vues de la faculté qui a 2 implantations, vous l'avez vu, enfin vous l'avez vu, mais vous n'avez pas compris, donc je vais vous le refaire. Hop. Ça, c'est sur le campus, et puis ça aussi, c'est une vue du campus. Mais ça, c'est une vue du centre-ville qui arrive maintenant, voilà, puisque la faculté, l'Université de Poitiers était bien évidemment implantée historiquement dans ses premiers siècles dans le centre-ville actuel de Poitiers, donc il y a encore des bâtiments au centre-ville. Et la faculté de droit fait partie de ces unités de formation de l'Université de Poitiers qui a encore deux implantations. Puisque je suis sur le centre-ville, j'y reste. Le centre-ville qui accueille les formations de master et de doctorat et un centre de documentaire spécialisé. Et puis le campus qui accueille les grandes formations généralistes où il y a beaucoup plus d'étudiants, et parce que les locaux ont évidemment été conçus en conséquence et construits dans les années 70 pour désengorger le centre-ville qui était devenu beaucoup trop petit. Donc sur le campus, licence, et au centre-ville, master doctorat. Une autre vue d'un autre bâtiment du centre-ville, puisqu'au centre-ville, il y a même 2 implantations géographiques très proches l'une de l'autre. Pour en venir enfin à ce que nous pouvons proposer en termes de formation à la faculté de droit. Tout d'abord, bien évidemment, on commencera par le premier bloc du cycle LMD, les licences, des licences généralistes et des licences professionnelles. J'aime bien rompre avec le sens des diapositives, je vais commencer par les professionnels. Les licences professionnelles sont à ce jour la licence pro, mention activité juridique, métier du droit privé, parcours droit et commerce des vins et spiritueux, qui est implanté, c'est bien parce que ça me permet de faire presque le tour des délocalisations, qui est implanté à Angoulême, puisque Angoulême est la capitale, enfin, le chef-lieu de la Charente étant le pays du cognac. Peut-être que ça ne dit pas grand-chose loin, derrière les frontières, dans la corne de l'Afrique, mais le cognac est un spiritueux et c'est la logique aussi, comme pour les assurances seniors, qui a vu s'implanter des formations autour des vins et spiritueux dans le département de la Charente.
et notamment ici pour cette licence à Angoulême. Et puis la licence pro métier du notariat qui est implantée à Poitiers. Plus important parce que ça intéresse en général largement plus nos candidats étrangers, sont les licences généralistes. Très historiquement et logiquement, la licence en droit est la formation de base proposée par la faculté de droit de Poitiers, avec une très ancienne également voie annexe, mais ce n'est pas péjoratif, la licence administration économique et sociale. Je vais revenir un petit peu sur ces deux formations par la suite. Des choses un peu plus nouvelles qui sont, par exemple, la licence double mention droit et LEA. LEA, c'est langues étrangères appliquées. C'est une formation qui a été inaugurée cette année, d'ailleurs, qui est ouverte cette année. Oui, cette année, oui. C'est la première année cette année. Donc, qui permet aux étudiants de faire un apprentissage dans deux domaines, le droit et les langues étrangères. Sachant que, par ailleurs, ensuite, à l'université, si je veux aller au terme de la logique de ce genre de formation, la faculté de lettres et langues propose aujourd'hui un master de jurilinguisme qui est donc lui aussi à cheval sur ces deux domaines, qui était autrefois d'ailleurs une formation de la fac de droit. Une licence double mention, encore une autre, droit-philosophie, même principe, qui permet aux étudiants d'acquérir une double culture, un double apprentissage en droit et en philosophie, et qui est un partenariat avec la faculté de sciences humaines et arts. Je rentre un petit peu plus dans le détail. Non, pardon, j'ai oublié cette petite présentation en arborescence. Bien évidemment, quand on parle de licence, c'est en 3 ans. Donc, licence 1, droit, licence 2, droit, licence 3. Là, je suis sur la licence droit uniquement. La première année de licence est généraliste, c'est un bloc unique, ainsi que la licence 2. Il existe néanmoins, on retrouve cette particularité de la ville de Niort et de ses formations en assurance. On retrouve une formation dédiée au droit des assurances dès la première année de licence, à Niort encore une fois. Et là, c'est une formation spécialisée, licence 1, droit assurance, droit des assurances, licence 2, et qui se termine par la licence 3, droit des assurances. Vous noterez quand même qu'il peut y avoir des passerelles. Un étudiant peut commencer un parcours assurance, estimer que finalement ça ne lui convient pas et demander à être réorienté en parcours généraliste de droit à compter de la licence 2 et inversement. En dehors de ce parcours particulier, donc, la licence est généraliste sur les années 1 et 2, et une première spécialisation se fait jour en 3e année de licence, avec un choix à faire pour l'étudiant de suivre la voie soit du droit pénal, soit du droit public, soit du droit privé, voire un parcours un peu spécifique, la L3 technique de communication qui est tournée vers les techniques d'information et de communication, ce qu'on appelle l'éthique, et avec là aussi, comme pour assurance, un master ensuite qui est dédié à la suite de cette licence. Donc, la spécialisation, c'est en 3e année de licence, avec les 3 grands parcours traditionnels de droit privé, droit public et droit pénal. Un aperçu du premier semestre de la première année de licence en droit. Je ne vais pas évidemment détailler tout le contenu de toutes les formations de la faculté de droit, parce qu'on y serait encore pour plusieurs heures. Le premier semestre de la première année de licence en droit, comme je l'ai dit, est généraliste. Et ça se voit dès la première unité d'enseignement du premier semestre avec de l'introduction générale au droit. Vous noterez que dans ces présentations, il y a 2 sortes d'enseignements, des CM et des TD. Je pense que ce n'est pas une grande innovation de la faculté de droit de Poitiers. CM, cours magistral, TD, travaux dirigés, qu'on peut appeler TP, travaux pratiques par ailleurs. Un grand nombre de cours, du moins ceux qui sont considérés comme fondamentaux dans chaque semestre de chaque année, sont associés à des travaux dirigés qui permettent de les approfondir. Les cours magistraux ont bien évidemment lieu en amphi, en grand volume, à plusieurs centaines d'étudiants. Et puis, les travaux dirigés, eux, sont organisés par groupe de maximum 40. Je crois qu'on est rendu à un maximum de 42 de manière institutionnelle. Découvrir le droit privé, découvrir le droit public. On est dans l'apprentissage très généraliste de la filière juridique. Là, sur les 3 premières unités, on a ce qui est fondamental.
Et puis, on a ensuite ce qu'on peut appeler les petites matières dans l'unité 4, UE4, découvrir les sciences sociales, c'est un petit peu un fourre-tout, avec de l'histoire, avec de l'introduction à la science politique. Et puis, il y a toujours dans les formations de la faculté des éléments non juridiques, linguistiques en particulier, une unité dédiée à l'apprentissage de l'anglais, l'anglais étant obligatoire dans toutes les formations de la faculté de droit, de la première année de licence à la deuxième année de master. Et puis, il y a toujours une unité dans chaque semestre qui porte à peu près toujours le même nom, avec outils et compétences transversales, un certain nombre de choses qui, selon les semestres, selon les années de formation, permettent d'acquérir des compétences transversales. Ici, vous voyez par exemple une formation en numérique, en recherche documentaire, ou encore en méthodologie du travail universitaire. On retrouvera la même articulation et la même logique ici, avec un petit focus sur la première année de licence en administration économique et sociale. Alors, administration économique et sociale, c'est une formation très franco-française. On le dit toujours comme ça parce qu'on la trouve rarement ailleurs, en tout cas sous cette appellation, qui va mêler du droit. Il y a des cours de droit, et sinon, ça ne serait pas une formation rattachée à la faculté de droit. Mais il y a aussi de la gestion et de l'économie. Donc, c'est une formation moins juridique, par la force des choses, plus ouverte sur des métiers de gestion dans les entreprises et des choses comme ça. Malheureusement, autant le dire tout de suite, puisque je parlais tout à l'heure d'enchaînement de certaines formations juridiques avec des masters, les masters en AES de la faculté de droit ont été fermés il y a quelques années, et je dis malheureusement parce qu'aujourd'hui, on a donc une licence qui est orpheline de master par la suite. Il faut le dire, pour des raisons budgétaires, hein, il fallait faire des économies dans les formations. Et ce sont les deux masters AES qui ont fait les frais un peu de ces coupes budgétaires. Aujourd'hui, l'étudiant qui entame une première année de licence AES à Poitiers doit avoir la conscience qu'il faudra qu'il cherche à... Nous avons fermé la troisième année de licence AES au recrutement via études en France, parce qu'il nous paraissait particulièrement cruel d'admettre des étudiants étrangers dans une année de formation pour qu'ils aient le temps de s'implanter, de s'acclimater, de faire leur la culture universitaire française, pour ensuite leur dire désolé, mais on n'a pas la suite, il faut que vous y alliez voir ailleurs. Donc, on ne recrute plus dans études en France en licence AES qu'en première et en deuxième année, ce qui nous a semblé plus juste et plus humain. Cette première année de licence AES, vous en voyez donc un aperçu ici, toujours sous la ligne de découvrir les sciences économiques, découvrir les sciences sociales, découvrir le droit. Et ces trois unités montrent bien le mixage qui est fait dans cette filière, du droit, des sciences sociales, des sciences éco. C'est un petit peu de tout, et ça permet d'avoir un apprentissage et une formation qui mène bien sûr à des masters en AES par la suite, mais qui peuvent très bien mener à des masters de gestion, à des masters de sciences éco, ou voire faire revenir à des masters de droit. C'est parfois un peu complexe quand même, parce que la dose de droit n'est pas forcément assez dense en AES pour qu'un étudiant qui ait fait une licence AES puisse vraiment ensuite être à l'aise dans un master de droit, mais c'est arrivé que des passerelles de ce genre puissent être mises en œuvre. Découvrir le droit, pardon, je me suis arrêté en cours de route, découvrir le droit public et privé en quatrième unité. Et puis on retrouve nos deux unités terminales qui permettent de caser ce qu'on va appeler les petites matières annexes, même si elles sont non négligeables. Les langues vivantes avec l'anglais. Là aussi, il fut un temps où à la faculté de droit, on proposait l'anglais ou autre chose, mais il a fallu faire des économies. Donc nous n'enseignons plus que l'anglais. Et puis les outils et compétences transversales, méthodologie, numérique, recherche documentaire sont les mêmes qu'en filière droit, puisque c'est partiellement mutualisé d'ailleurs. Oui, on sort des licences, mais donc, vous l'aurez compris, la deuxième année de licence est organisée globalement de la même matière, avec des matières de la même matière, excusez-moi, globalement de la même manière que ce que je viens de vous montrer pour la licence 1, avec des matières qui entrent dans une phase d'augmentation en termes de difficulté et de spécialisation, mais qui restent des matières généralistes.
l'étudiant fait du droit des obligations, du droit civil pour simplifier en première année, il en refait en deuxième année dans un domaine plus avancé, mais pour l'instant, il n'est pas encore spécialisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la spécialisation se fait en troisième année de licence où l'étudiant va devenir plutôt un privatiste, plutôt un pénaliste ou plutôt un publiciste, ce qui, encore une fois, là, n'est pas définitif et rigoureux puisque c'est une orientation qui est prise, qui certes va imprimer assez logiquement la suite des études. Quand on a fait un master de droit public, il est difficile, quand on a fait une licence 3 de droit public, il est difficile ensuite d'aller faire un master de droit privé. Mais la formation de licence reste généraliste dans ces 2 premières années jusqu'à la 3e. Les masters à la faculté de droit sont assez nombreux. On considère qu'on a en général une offre assez riche, avec 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 mentions de master, et bien plus de parcours, parce que dans chaque mention, il y a plusieurs parcours possibles. Pas dans toutes les mentions, mais dans certaines. En master droit de la propriété intellectuelle, il y a 2 parcours. En droit des affaires, 3. En droit des assurances, c'est un parcours unique. Collectivité territoriale, il y a 2 parcours. Numérique, parcours unique. Patrimoine, 3 parcours. Spiritueux, parcours unique. International européen, parcours unique. Droit notarial, parcours unique. Droit pénal, 2 parcours. Droit public, de mémoire, 3. Oui, c'est cela. Justice, procès et procédure, 1 parcours. Et sciences politiques, 2 parcours. Donc, 13 mentions, mais qui font bien plus de parcours que ça. On doit être sur 23 ou 24, ou une vingtaine en tout cas, parce que là aussi, il y a eu quelques suppressions par le passé. Tous ces masters, puisque, il ne faut pas que j'oublie, je parle à des candidats potentiels études en France, tous ces masters ne sont pas ouverts dans l'étude en France. Le justice, procès, procédure et le droit notarial, ils sont des formations très franco-françaises. Franco-françaises dans le sens où elles mènent à des métiers. C'est criant pour le justice, procès et procédure. Elle mêle à des métiers qui, en France, nécessitent d'être citoyen français. Et c'est une des circonstances qui ont fait que ces masters n'ont pas été ouverts au recrutement international. Tous les autres, si je ne me trompe pas, yes, tous les autres sont ouverts au recrutement dans l'étude en France. Donc, même chose, je ne vais pas pouvoir faire le tour de tous les masters et du contenu de tous les masters. Si vous voulez vous renseigner plus abondamment sur le contenu des masters, si jamais il y a des candidats juristes parmi ceux qui m'écoutent, tout à l'heure dans une des slides, je pense que nous fournirons le PowerPoint à l'ambassade pour qu'elle puisse être diffusée si nécessaire. Dans une des slides, vous aviez l'adresse, excusez-moi, du site de la faculté de droit de Poitiers. En allant dans l'espace étudiant, vous retrouvez les formations en détail, avec tout le contenu en détail, parce que là, dans ce genre de page, si on clique sur les petites flèches, on va de plus en plus dans le détail, et dans la majorité des cas, on trouve même un résumé du contenu des cours. Un exemple, néanmoins, avec le Master 1 droit des affaires, parcours contrat en droit français, qui est donc Master de droit privé, j'oserais dire le plus élémentaire et le plus basique, puisque c'est droit des contrats français. Nous avons dans ce genre de formation organisé donc en 4 semestres, semestre 1, semestre 2, c'est le Master 1, semestre 3 et 4, c'est le Master 2. Là aussi, nous retrouvons des unités d'enseignement, compétences fondamentales, compétences spécifiques. Bon, ça porte des noms différents selon les masters, mais c'est toujours à peu près la même chose et on retrouve la logique des formations et même des années de licence avec de la langue étrangère, je repars de la fin, toujours l'anglais, des compétences transversales qui sont évidemment qui ne sont plus les mêmes qu'en licence et qui sont adaptées à chaque parcours de master. Ici, par exemple, dans celui-ci, c'est ressources numériques, initiation à la recherche, puisque il ne faut pas perdre de vue qu'en 2e année de master, il y a une part de travail de recherche à faire. Donc, voilà en quoi consistent les compétences transversales dans le master contrat en droit français. Et puis, des unités d'enseignement qui sont dédiées aux matières elles-mêmes, c'est-à-dire aux fondamentaux du parcours, du droit du financement des entreprises, par exemple, droit des sûretés, le droit international privé qu'on va retrouver dans plusieurs masters parce qu'il est à la croisée des chemins, droit patrimonial de l'entreprise ou encore droit de la propriété intellectuelle qui va constituer, lui, par exemple, parfois une passerelle ensuite avec un autre parcours qui est le master droit de la propriété intellectuelle. Ça, c'était une année de Master 1. Et puis, une année de Master 2 que je vais chercher dans un autre Master, le parcours droit du contentieux
international qui a un certain attrait pour nos étudiants visiteurs internationaux. Et cette fois, je suis au semestre 4, donc je suis à l'opposé de là où j'étais tout à l'heure. Après le semestre 1 du Master 1, le dernier semestre du Master 4, pour en montrer le contenu et pour montrer les spécificités du parcours, d'un parcours en Master. On est en deuxième année de Master, donc vous voyez, l'intitulé des unités d'enseignement a évolué. On est à approfondir, maîtriser ou parfaire. On est en dernière année de formation LM, licence Master, avant un éventuel doctorat pour quelques-uns qui peuvent se lancer dans le 3e cycle. Ici, on va retrouver, bon, ça c'est propre au parcours du droit du contentieux international, du droit de la responsabilité internationale, du droit du contentieux international, comparé contentieux des droits de l'homme, investment litigation, contentieux international de la propriété intellectuelle, et puis dans parfaire, une unité qui va permettre de vraiment terminer une formation de cycle de licence et master, avec des choses selon les masters qui sont diverses et variées. Ici, on a des conférences d'actualité, une clinique juridique qu'on voit apparaître dans un certain nombre de nos masters. Et puis surtout, le dernier élément pédagogique d'une formation de licence et de master, en master 2, soit un stage professionnel avec un rapport de stage qu'on appelle ici mémoire, mais qui est un rapport de stage, soit un stage en laboratoire avec un mémoire de recherche fondamentale ou mémoire de recherche appliquée pour les stages. Ça, c'est l'élément important qui bascule l'étudiant, enfin, ou du moins qui le met en position ensuite d'intégrer le marché du travail. Tous nos masters prévoient soit un stage professionnel, soit un mémoire avec un stage en laboratoire, c'est-à-dire une partie recherche, qui peut effectivement mener ensuite au 3e cycle des études universitaires avec le doctorat. Tiens, c'est bien fait comme PowerPoint. Le doctorat. Merci Chantal. Les étudiants internationaux qui sont encore à l'international nous contactent souvent. J'en reçois des quantités de mails. Je suis diplômé d'un Master 2 de Lomé, de Djibouti ou de je ne sais pas où. Je voudrais faire un doctorat à la faculté de droit de Poitiers. Ça, ce n'est pas la voie la plus simple du tout. Les étudiants internationaux qui, au même titre que les étudiants français, ont suivi un master à la faculté de droit de Poitiers, ont une possibilité d'entrer en doctorat bien plus facile, bien plus ample, bien plus large que celui qui se présentera de l'extérieur, parce que des candidats externes, on en a des dizaines par an, peut-être même par mois parfois. Et ces candidatures externes ne peuvent pas toutes être assimilées par l'école doctorale Pierre Couvrat, qui est donc l'école doctorale de la faculté de droit. Il y a beaucoup de conditions à remplir. En revanche, quand on a suivi un master à l'université de Poitiers, l'ouverture vers le doctorat est plus simple. Les doctorants sont toujours intégrés à l'une des 5 équipes de recherche de la faculté, sous l'encadrement d'un directeur de thèse, hein, d'un enseignant-chercheur, dit habilité, c'est-à-dire soit un professeur, soit un maître de conférence HDR, habilité à diriger les recherches. Et pour nos étudiants étrangers, une co-tutelle ou une co-direction éventuelle avec un enseignant du pays d'origine est toujours possible et même assez fréquente, notamment quand on a des sujets de droit comparé et que le doctorant travaille sur 2 pays. Ce PowerPoint est vraiment bien fait puisque maintenant voilà les 5 équipes de recherche. Les 5 équipes de recherche auxquelles un doctorant peut être rattaché s'il poursuit donc ses études jusqu'à la thèse sont le CECOJ, Centre d'études sur la coopération juridique interdisciplinaire. Excusez-moi, mais c'est qu'autrefois c'était international et j'ai buté. Le CECOJ est devenu interdisciplinaire et non plus international, spécialisé dans les domaines de recherche interdisciplinaires, c'est marqué là, tels que les droits de l'homme, le droit international public, le droit de la propriété intellectuelle, le droit numérique, la protection des données, le rural également, l'équipe de droit rural, l'ancienne équipe de droit rural a intégré le CECOJ, le droit social et les sciences politiques. L'ISCRIM, Institut supérieur de criminologie, quelque chose de ce genre-là, l'appellation est assez fraîche, j'avoue que je la maîtrise mal, spécialisé, comme son acronyme le laisse entendre, en droit pénal, procédure pénale et sciences criminelles. Le RDP, qui est l'équipe spécialisée en droit privé, dont on vient d'apprendre aujourd'hui d'ailleurs qu'elle allait être rebaptisée équipe Jean Carbonnier. Donc, ce PowerPoint est bien fait, mais
à mettre à jour. À partir dans quelques jours, ça sera l'équipe Jean Carbonnier, spécialisée en droit des contrats, droit de la consommation et droit de la responsabilité délictuelle. Jean Carbonnier ayant été un très grand privatiste spécialiste de droit des contrats ayant œuvré à l'Université de Poitiers. L'IDP est l'Institut de droit public, spécialisé en théorie des actes administratifs, droit des contrats administratifs, procédure administrative, droit constitutionnel, droit européen. Et l'IHD, qui est l'Institut d'histoire du droit, spécialisé en histoire du droit et des institutions, comme son nom l'indique. Voilà pour un aperçu. Un aperçu de… Non, je vais te repasser la main. Chantal. Pour un aperçu de ce qu'on peut proposer à la faculté de droit, bon, je pense que ce n'est pas utile d'aller plus loin, puisque parmi ceux qui nous écoutent, peut-être que tout le monde, ou sans doute que tout le monde n'est pas juriste, hein, cette allocution étant destinée à tous. Mais ça me permet quand même de dire que ce que je viens de vous présenter pour la faculté de droit, l'articulation licence-master, vous la retrouvez dans toutes les composantes de formation, hein, que ce soit en sciences fondamentales appliquées, en lettres et langues, en sciences humaines et arts, licence, master, doctorat, pareil, les équipes de recherche dans toutes les composantes. Le contenu des formations aura la même logique dans tous les domaines de formation, qu'il s'agisse de droit ou de sciences. Les licences sont généralistes, elles se spécialisent petit à petit au fur des années. 1, 2, 3, et puis ensuite pour rentrer dans des masters qui sont bien plus spécialisés et pour aboutir éventuellement donc à un doctorat pour quelques-uns des étudiants. Voilà, je repasse la main à Chantal pour quelques diapositives suivantes. On passe la parole. Oui, alors peut-être connaissez-vous déjà le site Études en France, en fait, qui est un site par lequel vous devez candidater quand vous habitez à Djibouti. Donc, on a mis le lien, donc qui sera accessible via le PowerPoint. Donc, c'est un site où, en fait, vous devez créer un compte personnel avec vos données personnelles, et vous devez téléverser tout un tas de pièces, en fait, justificatives, notamment sur votre cursus académique. Donc, on va vous demander donc, la preuve de réussite des études secondaires. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle le baccalauréat, mais en France, c'est le cas. Les relevés de notes de toutes vos années, donc, du baccalauréat, je crois, mais surtout des années de licence si vous avez déjà commencé l'université, ou de master si vous avez déjà validé un master. Donc, en tous les cas, tout se fait sur ce site. Une fois que vous avez candidaté, vous serez éventuellement convoqué donc, par l'Espace Campus France à Djibouti pour un entretien. Et suite à ces entretiens, donc ici, avant d'oublier les dates de dépôt, donc vous devez, si vous candidatez pour une première année de licence, c'est entre le 1er octobre et le 15 décembre au plus tard, et entre le 1er octobre et le 31 décembre pour toutes les autres années de formation. Donc voilà, donc une fois que vous avez candidaté, vous êtes convoqué en entretien, et à l'issue des entretiens, les dossiers sont envoyés dans les universités que vous avez ciblées, en fait. Donc, ce sont des commissions pédagogiques, quelle que soit la formation, que ce soit en droit ou en psychologie ou en lettres et langues, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous aurez systématiquement donc, une commission de sélection, en fait, composée d'enseignants-chercheurs qui se pencheront sur votre dossier et qui décideront si on vous accepte ou pas. Donc, les réponses aux candidats sont fournies pour le 30 avril au plus tard. Voilà. Et en fait, pour les étudiants qui sont retenus, vous avez jusqu'au 31 mai pour dire si vous acceptez ou non la formation. Évidemment, vous ne pouvez pas accepter plusieurs formations. Vous devrez, si vous êtes accepté dans plusieurs universités ou dans plusieurs formations, vous devez en choisir une. Et en fait, vous déclarez la formation dans laquelle vous souhaitez vous inscrire directement sur le site Études en France. Donc, tout est très centralisé sur ce site. C'est d'ailleurs très pratique. Vous aurez, voilà, si vous êtes accepté, vous aurez également accès donc, à la lettre d'acceptation, le document officiel en fait, qui vous permettra de solliciter par la suite un visa. D'accord? Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, cette preuve d'acceptation pourra être téléchargée directement sur votre espace études en France. Vous devez entamer le plus vite possible une demande de visa au niveau de l'ambassade de France. Ça peut prendre du temps, donc soyez vigilants par rapport à ça. En parallèle, c'est très important, il faut aussi mener donc,
Donc, une recherche d'hébergement, en fait, c'est même ce que je dirais qui est le plus compliqué, parce que quand on est très loin, c'est plus compliqué, en effet, d'accéder aux offres sur le marché voilà, du logement, merci, à Poitiers. Donc, en effet, on vous donne quelques pistes dans les messages qu'on vous envoie lorsque vous êtes accepté. On vous donne des sites à aller vérifier, notamment le site du Crous. Donc, le Crous, c'est l'institution qui s'occupe des logements étudiants et de la vie étudiante. Vous pouvez accéder à ces logements, sauf que malheureusement, c'est assez rare dans la mesure où les logements sont donnés en priorité aux étudiants qui sont déjà en France et qui sont boursiers sur critères sociaux. Bref, il y a tout un tas de facteurs en fait qui font en sorte que les chambres sont données en général beaucoup plus vite, voilà, aux étudiants qui sont déjà sur place, et que de fait, voilà, les étudiants qui arrivent de l'étranger souvent ont du mal à s'inscrire. Cela dit, certains étudiants ont de la chance et réussissent à trouver un logement par ce biais-là. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a en effet d'autres sites. En fait, on vous donne des liens pour vous aider dans vos recherches. Voilà, on va vous donner également donc, le lien pour télécharger le petit guide d'accueil là, qu'on appelle le Welcome Guide, qui regroupe en fait toutes les informations les plus importantes en fait pour préparer votre venue à Poitiers. Là, on voit la version 2022-23, mais il est mis à jour tous les ans et il sera accessible sur le site de l'université également. Alors, l'accueil à Poitiers. Donc, quand vous arrivez, donc il y a un premier accueil qui se fait au niveau des facultés. Donc, si vous arrivez en droit, vous serez accueilli par moi ou ma collègue. La même chose existe dans les autres facultés. On vous indique les grandes démarches à faire, donc surtout concernant votre inscription administrative, mais on va aussi vous faire un certain nombre de rappels sur ce que vous devez effectuer par rapport à votre visa étudiant, pour l'ouverture d'un compte bancaire, pour avoir l'assurance maladie, etc. Donc, c'est vrai que le premier mois, il est très dense, très riche, mais en tous les cas, vraiment l'équipe, à l'Université de Poitiers, on est un peu connu pour ça. On a du temps à vous consacrer. On met vraiment un point d'honneur à ce que vous soyez bien accueillis. Donc, dans toutes ces démarches, on fait de notre mieux pour vous accompagner. Ensuite, au mois de septembre, vous avez tout un tas d'activités qui sont organisées pour l'ensemble des étudiants, donc des festivals, des concerts, des expos de toutes sortes. Et tout ça est ponctué en fait par un grand événement au mois d'octobre qui s'appelle la Nuit des étudiants du monde, où là, vous êtes invité officiellement à la mairie, où vous êtes accueillis par en l'occurrence, là, c'est une maire, la maire de Poitiers, où il y a un concert également. Donc, c'est les photos que vous voyez là sur la diapo. Donc, c'est un moment très, très riche et très sympathique. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer juste pour… on dispose encore d'un peu de temps. Vous préférez peut-être j'aurai une petite vidéo éventuellement à montrer qui prend 2 minutes. Mais on peut aussi laisser place aux questions si vous pensez que c'est mieux. Non, mais c'est bon, vous pouvez… allez-y si vous avez pas de souci. Alors justement, comment est-ce qu'on fait? Ouais, c'est pas… Ah voilà, ça marche, ok.
Voilà. Donc, je vais arrêter le partage. Très, très bien la vidéo. Et puis je Vous note avez que oui, non, non, j'allais juste vous dire, la vidéo très très bien, et puis vous avez correctement orthographié pain au chocolat, vous n'avez pas appelé chocolatine, comme c'est le cas de La Rochelle juste à côté. Je sais qu'elle sera pas là, mais j'ai une ex-collègue de Campus France qui venait de La Rochelle, et c'était un débat sans fin. Voilà, comment allons-nous appeler cette petite viennoiserie au chocolat? Voilà, donc ça reste dans les normes. Et bien sympa la vidéo, j'aime beaucoup la thématique, l'image associée à un mot, voilà, surtout pour les non-locuteurs francophones, c'est vrai que c'est un petit clip qui est charmant, charmant comme tout. Alors, côté question, je ne sais pas si on. Alors, je regarde un petit peu sur les différentes. Je n'ai pas de retour sur Ouais, on n'a pas vraiment les de retour étudiants. ici sur les étudiants. Moi, j'aurais plus bon, des questions, enfin une question plus générale, mais vous aviez expliqué qu'effectivement, il y avait des formations qui étaient fermées aux étudiants internationaux. Alors, bien préciser, non pas parce que vous ne voulez pas de ces étudiants-là, c'est Bien sûr. important de préciser. Voilà, et quelquefois, les raccourcis sont très vite faits. Ah, ils ont dit que c'était fermé parce que ça veut pas de nous comme étudiants. Non, non. L'idée, c'est vraiment de dire, voilà, des formations sont fermées spécifiquement parce que les prérequis qui sont exigés, que vous exigez, ou alors parce que la finalité est que le diplôme obtenu ne permettra à l'étudiant que de travailler en France, et donc effectivement inutile de laisser espérer un étudiant étranger de poursuivre des études dans un domaine pour au final ni pouvoir l'exploiter dans son pays d'origine et ne pas pouvoir rester en France pour travailler parce que pour ça il faudrait être ressortissant français. Donc dans toute le nombre de formations que vous proposez, c'est vrai que c'est un domaine, le droit, qui est très demandé à Djibouti. C'est une filière qui est quand même très importante à l'université de Djibouti. Et le droit est très souvent demandé avec souvent des droits très généraux, droit international, commerce international, enfin, des choses très lourdes, c'est-à-dire qu'il y a des masters qui sont très demandés, donc qui sont forcément ultra sélectifs. Qu'est-ce que vous auriez, vous, comme peut-être conseil à donner à des étudiants, même très bons, mais de dire éviter de tomber dans ce piège de forcément prendre toujours le master très connu, très classique, et peut-être essayer de s'orienter sur des formations moins, je vais pas dire moins valorisantes, mais peut-être moins reconnues, ou des nouveaux masters qui permettraient d'ouvrir plus facilement des portes, d'être peut-être plus facilement sélectionnés, et puis peut-être d'essayer de s'engager sur des domaines dans le droit qui sont à découvrir, parce qu'il n'y a pas que du droit public ou du droit international. Il peut y avoir parfois des petits masters. J'en avais repéré un l'an dernier, c'était avec un. Alors, j'ai pas le nom en tête, vous pardonnerez mon oubli, mais qui était plutôt spécifié dans le droit après avec l'Afrique. Enfin, je n'ai plus le terme, mais c'est vrai que les deux, trois étudiants qui avaient postulé dans ce master-là, alors c'était pas chez vous, c'était je crois à Aix-Marseille, mais ils avaient tous été sélectionnés parce que justement c'était visiblement pas un master de gros classique que tout le monde recherche. Effectivement, ils avaient eu plus de facilité pour être sélectionnés. Donc, chez vous, de votre côté, est-ce qu'il y a des masters qui sont peut-être un peu moins spécifiques, un peu moins difficiles d'accès? Quels seraient ces masters-là qui vous permettraient peut-être d'attraper un peu plus d'étudiants djiboutiens de votre côté? Vaste sujet. Vous m'entendez? Oui. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. Oui, ça je suis bien. Allez, c'est bon. On bricole, hein, parce que bon, il y a toujours les problèmes de technique, donc je ne vais pas retourner voir ma machine. Je vais prendre le problème dans l'autre sens. Non, je suis trop bas quand même. Attendez, cherchez une chaise. Je te prends, je vais Oui. la place. Alors, le plus simple, c'est que je fasse comme ça quand même. Voilà. Je vais Voilà. prendre le problème dans l'autre sens. Vous avez raison, il y a des masters qui sont, sans être fermés, très demandés. Très Voilà. demandés, ne serait-ce que déjà, sans même parler de l'apport des étudiants internationaux. Donc, le domaine pénal à Poitiers,
c'est des centaines et des centaines de candidatures par an, par master, c'est-à-dire pour les 2 masters qui existent. Et il y a 25 places dans chaque. Donc, évidemment, l'écrémage est énorme. Et encore une fois, vous avez raison de revenir là-dessus. Hein. Même quand je dis qu'il y a des formations qui sont fermées, c'est évidemment pas de l'ostracisme envers les étudiants étrangers. C'est quand il y a une sélection énorme, ça vaut aussi bien pour les candidats entre guillemets nationaux ou européens, puisqu'on raisonne en nationaux, européens et le reste du monde, que pour les candidats extra-communautaires. Le domaine pénal, il faut le savoir, c'est fermé de chez fermé. Il faut avoir un dossier absolument carabiné, extrêmement bon pour avoir une chance d'être admis dans le domaine pénal. Vous évoquiez potentiellement le domaine du droit international européen sous le même angle. C'est moins vrai. C'est moins vrai. Et puis, s'il y a un parcours qui est par nature très ouvert à l'apport des candidats internationaux, c'est le domaine du droit international, de la science politique aussi, où on aime bien aller chercher des étudiants étrangers. Parce que ça fait du mélange de culture, parce que ça fait du mélange d'apprentissage. Après, il est vrai qu'il y a des masters qui, chez nous comme ailleurs, sont moins demandés. Mais globalement, quand même, malgré tout, de toute façon, le nombre de candidatures par master est énorme, toujours énorme. Je n'ai pas de niche, vous voyez, j'ai compris le principe un peu de la niche qui permettrait peut-être d'augmenter ses chances. Les niches auxquelles je pense, je ne me suis pas beaucoup arrêté, mais j'en ai quand même un petit peu parlé. Il y a cette particularité régionale qui est que dans le département de la Charente, donc, qui relève du ressort de l'Université de Poitiers, c'est le pays du cognac, c'est le pays d'un certain nombre de productions viticoles. Et on a un master, en plus de la licence pro que j'avais évoquée au début, on a un master à côté de Cognac spécialisé dans ce domaine. Mais si là, on ne trouvera pas le même volume de candidatures que dans le domaine pénal, parce qu'effectivement, c'est une formation très spécialisée et un peu de niche, il va y avoir des prérequis et une sélection qui sera faite sur d'autres éléments. Donc, malheureusement, j'oserais dire, je n'ai pas de remède miracle. Enfin, c'est pas ce que vous me demandiez, mais j'ai même petites astuces pour dire, voilà, dans ces domaines-là, on peut espérer mieux. Oui, il y a des masters moins demandés. Quand même, il y a des masters moins demandés en droit public, par exemple, des choses comme collectivité territoriale, c'est nettement moins demandé que le droit pénal. Et c'est un master qui a des débouchés, y compris pour des étudiants étrangers, parce que la formation française, du moins axée sur le système français en collectivité territoriale, peut très bien constituer un apport pour un étudiant qui viendrait faire ses études en France et ensuite dans l'idée de réimplanter une culture universitaire dans son propre pays. Donc, il y a des masters moins demandés où les opportunités ou les chances de sélection seront un petit peu plus grandes qu'en dans le domaine pénal, par exemple, qui est vraiment le point noir. Hein. Ça, c'est le point d'engorgement. Si vous prenez une autoroute, là, c'est fermé. Le péage, les barrières de péage ne s'ouvrent pas souvent. Il y a une chose aussi, puisqu'on parle un peu peut-être de stratégie d'intégration. Il ne faut pas hésiter, mais de nombreux étudiants extra-communautaires le comprennent d'eux-mêmes. Il ne faut pas hésiter à demander de soi-même à intégrer une année qu'on a déjà faite. L'étudiant déjà titulaire d'une licence 3, quand il demande à intégrer une université française en redemandant à faire une licence 3, d'entrée de jeu, la commission de sélection va avoir une vue un peu différente de ce genre de candidature parce que c'est l'étudiant qui admet que, et c'est fondé en plus, donc je ne parle pas dans le vide, qui admet que ce n'est pas plus mal de refaire une deuxième fois la même année. La culture universitaire est différente, les fondamentaux vont être un peu différents, et refaire la même année, voire parfois, il y en a qui demandent à repartir, notamment les titulaires déjà d'une première année de master, ne sont pas rares à demander à repartir de licence 3. Je parlais moi juste de
Oui, non, on peut considérer qu'il y a une perte de temps, non, mais en non, non, fait, il y a une perte de temps, mais il y a un intérêt qui en fait gagner à la fin. Voilà. c'était juste pour vous préciser que les étudiants boursiers du gouvernement djiboutien ne sont pas autorisés à refaire une UL3. À partir du moment où ils Oui, ont leur licence, ils ont une bourse, ils doivent commencer par un oui, master. Donc c'est vrai que non, c'est c'est plus vrai. compliqué. Donc, on explique aux étudiants, effectivement, ils sont libres de redemander ou parfois ils sont même réorientés par les universités sur une L3 Oui, parce que voilà, l'établissement estime qu'il y a un profil qui est intéressant ou que l'étudiant, bon, il lui manque peut-être juste un module, etc., qui mériterait juste d'être consolidé. Mais c'est vrai que pour un étudiant boursier du gouvernement djiboutien, il doit partir automatiquement en master, sinon il ne bénéficie pas de sa bourse. Donc votre idée est intéressante. Bien évidemment, elle sera relayée, mais c'est vrai que difficilement exploitable par un étudiant qui va se oui, retrouver bah, bien à ne sûr. pas pouvoir. Voilà, donc c'est une autre problématique. Voilà. Après, je sais que c'est pas forcément une perte du temps, comme vous disiez, parce qu'il y a besoin parfois de reconsolider certains niveaux, ou d'acquérir une matière qu'ils n'ont pas fait. Enfin, souvent, en droit, enfin, Djibouti ne fait pas forcément du droit français, enfin, ou certainement très peu, même s'il y a un héritage, certain héritage du droit français dans le Code civil. Mais depuis 45 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc forcément, il va y avoir une passerelle entre les deux. Il peut y avoir des manques de connaissances suffisamment fondamentales pour ne pas permettre à l'université de prendre le risque de prendre un étudiant djiboutien qui se verrait échouer lors de sa première année. Et c'est l'intérêt de personne, ni le vôtre, ni celui de l'étudiant. Voilà, voilà. Et c'est vrai Donc, que c'est bien parce que j'ai appris une chose, oui, effectivement, c'est que je ne savais pas que l'étudiant titulaire boursier du gouvernement djiboutien, oui, il est dans une, oui, effectivement, il est attributaire d'une bourse pour un niveau d'études. Dans ce voilà. cas-là, il est logique. Bon, je pense que d'ailleurs, on devrait trouver le même cas de figure avec d'autres pays et d'autres origines. Hein. Mais bon, là, je raisonnais en termes généraux. Il est évident que l'étudiant qui est boursier et qui obtient une bourse pour un niveau d'études, lui, il faut qu'il demande ce niveau d'études. Ouais, Le fait même de pouvoir justifier d'une bourse, après, c'est un autre élément du dossier aussi. Ça va ouais, venir forcément en appui d'un dossier de candidature face à une commission de sélection. Quand elle voit un étudiant boursier de son gouvernement ou du gouvernement français, ça arrive parfois aussi. Évidemment, ça a un impact, forcément. d'accord. Point que je note aussi. Sinon, c'est une présentation très complète hein, de ce que vous avez pu présenter, aussi bien la vie du côté de Poitiers. Je pense que cette petite présentation fera plaisir à notre COCAC, qui est lui-même de Poitiers et qui ne soutient que les étudiants allant à Poitiers. Voilà, c'était la Très petite bien. anecdote à placer. Donc voilà, j'en profite pour un peu taquiner tout le monde sur votre université. Mais voilà, bon, c'est des petits jeux que l'on fait entre nous pour essayer aussi de détendre l'atmosphère avec les étudiants et leur montrer que voilà, même si nous faisons des métiers très sérieux et qui demandent beaucoup d'investissement et d'engagement, ben voilà, on essaye aussi voilà, de les accompagner du mieux que l'on peut, de les aider euh, à candidater aussi chez vous. J'ai ici une question là, qui vient de tomber. Effectivement. Alors ce matin, on avait eu une présentation avec Aix-Marseille qui proposait aussi des programmes de bourse, bourse Tiger, donc qui étaient des bourses d'excellence particulières pour certains de leurs masters. Est-ce que au niveau de Poitiers, vous avez ce type de programme, au-delà de l'exonération même de tous les étudiants étrangers pour les frais de dossier ou enfin les frais différenciés? Qui est à proprement parler quand même une bourse à hauteur de 3 770 euros. Je le rappelle, sur 2 ans, donc ça fait 7 000, presque 7 500 euros. Donc, est-ce que vous avez des programmes de bourses spécifiques ou des bourses qui sont attribuées à des étudiants dans le cadre d'un programme particulier? Est-ce que vous avez ça à disposition chez vous? Non, malheureusement, non. Alors, Aix-Marseille est sans doute plus riche que nous. Je ne sais pas, Non, je non, ne juge pas de... non, mais c'est moi qui le fais comme ça, justement, parce qu'encore une fois, on peut avoir de l'humour dans tout ça. À ce jour, l'Université de Poitiers ne propose pas de programme de bourse pour les étudiants. D'ailleurs, encore une fois, sans ostracisme envers les étudiants étrangers, il n'y a pas de bourse de l'Université de Poitiers pour les étudiants. Il existe un dispositif de bourse de Master 2
pour les étudiants étrangers. Attendez, il me manque quelque chose dans ma phrase. Oui, pardon, un dispositif régional. C'est la région Nouvelle-Aquitaine qui finance un dispositif de bourse de Master 2. Mais justement, alors là, c'est vraiment une fin d'études parce que c'est pour faire venir des étudiants en Master 2, donc les meilleurs étudiants étrangers, un peu comme le système Eiffel, les deux systèmes d'ailleurs fonctionnant un peu en parallèle. Et quand on a un candidat sur l'un, on l'a sur l'autre et on joue sur les deux. Mais là, bon, c'est vraiment pour fin d'études, quoi. C'est Master 2, et puis c'est pas extensible dans le sens où il n'y a pas 50, combien il peut y avoir de bourses. À l'échelon de la faculté de droit, on peut en espérer 2 ou 3 par an, quoi. Ça ne va pas plus loin que ça, mais enfin, c'est toujours ça. Mais c'est vraiment donc la dernière année d'études. L'Université de Poitiers n'a pas de système de bourse intégré, malheureusement. J'ai mentionné Eiffel pour le niveau master, à l'échelon du gouvernement français. Quand on me pose la question, c'est la seule piste que je peux te fournir, malheureusement. Il y a une ambiguïté. Vous l'avez articulé sur le fait de l'exonération. Bon, on ne va pas refaire les droits différenciés décidés par le gouvernement français en 2019, mais la logique des droits différenciés serait que les universités qui les appliquent ont des recettes qui leur permettent par derrière de créer des systèmes de bourse. Or, l'Université de Poitiers, effectivement, a opté pour les 2 premières années une exonération totale sans condition de tous les étudiants extracommunautaires. Et depuis 2021, sous 2 conditions alternatives ou cumulatives, enfin, il suffit d'en avoir une, comme l'a dit Chantal au début, un pays membre ou même observateur de l'AUF ou étudiant issu d'une université partenaire de l'Université de Poitiers. Ce qui serait donc le cas avec l'Université de Djibouti, puisque le partenariat est en vigueur. J'ai vérifié, il a été re-signé en 2021 pour 5 ans jusqu'en 2026. Donc, le fait de ne pas appliquer les droits différenciés, finalement, fait que Poitiers ne peut pas mettre en œuvre cette théorie de l'apport des droits différenciés qui serait ensuite de pouvoir mettre sur place des bourses. Donc, bon, alors, politiquement, stratégiquement, qu'est-ce qui est le mieux? On n'en sait rien, c'est comme ça, moi je le constate. Donc, malheureusement, pas de bourse intégrée en interne. Après, par comparaison, expérience, rassurez-vous, rassurez-vous, je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais voilà, toutes les universités n'ont bien évidemment pas forcément des programmes de bourse intégrés. Pour ça, effectivement, il faut soit avoir participé à des projets particuliers. Enfin bon, ça rentre dans des logiques et dans des politiques internes à chaque université. Voilà, c'est vrai que ça reste des questions qui nous reviennent assez régulièrement de la part des étudiants, puisque bon, la mobilité est quand même un enjeu très important. Les étudiants djiboutiens veulent partir faire des études à l'étranger, et ils partent à l'étranger, et ça c'est aussi une réalité. Le gouvernement djiboutien fait d'énormes efforts pour permettre à un étudiant djiboutien qui vient en France perçoit par mois 600 €. Ce qui est quand même une très belle allocation, sur lequel effectivement on associe, je profite de l'occasion un petit peu pour le rappeler, on associe une bourse de l'ambassade de France, que l'on appelle la BCS, la bourse de couverture sociale, qui permet donc à l'étudiant qui n'a techniquement qu'une bourse de vie, parce que la bourse djiboutienne n'est pas considérée comme n'est pas reconnue en termes de bourse comme bourse étudiant. Donc il a cette double bourse-là, donc il a le statut de boursier français, il a le droit à trouver un logement en crous, effectivement, s'il y en a des disponibles. Il a l'exonération. Bon, du côté de Poitiers, il est de toute façon exonéré de plein droit parce que vous faites l'effort. Donc, c'est indirectement une bourse. C'est pas parce qu'on ne donne pas d'argent qu'il n'y a pas quelque chose à la clé. Une bourse ne signifie pas forcément, effectivement, d'avoir quelque chose. Mais voilà, donc il y a tous ces petits avantages-là en plus. Voilà, et ça fait partie des choses qui sont demandées à Djibouti, puisque bon, dans l'ensemble des étudiants, beaucoup peuvent partir aussi grâce aux bourses qui sont déployées par le gouvernement djiboutien. Et cette année, ça a été quand même 61 étudiants de Djibouti qui sont partis en tant que boursiers du gouvernement djiboutien et donc de l'ambassade de France. Donc voilà, c'est un chiffre qui augmente chaque année. Franchement, on est plutôt très content des résultats, de la motivation constante des étudiants et puis de la bonne réception aussi des universités, parce que avec le temps, elles finissent par effectivement connaître les étudiants de Djibouti au-delà des partenariats. Maintenant, voilà, chaque étudiant qui fait son petit bonhomme de chemin devient un petit peu l'ambassadeur de son pays et puis démontre que le Djiboutien, il sait travailler, il sait se débrouiller, il va loin dans son cursus et réussit. Il réussit même très bien aussi. On a nombreux exemples maintenant
avec tous les amis qui ont pu passer par les bancs des facultés. Voilà, c'est vrai que le volet financement des études reste toujours très important. Et si effectivement un étudiant peut avoir une bourse supplémentaire, bon, il va pas cracher dans la soupe, hein. Ça peut toujours être un petit coup de pouce pour partir. Nous sommes Donc, bien d'accord, mais malheureusement, on n'est pas. voilà, on fait ce que l'on peut avec nos propres moyens. Mais c'est déjà beaucoup tout ce que vous avez pu faire dans le passé, puisque vous continuez à faire, parce que cet accord avec Djibouti permet aussi quand même de noter de l'intérêt que vous avez pour l'université de Djibouti qui va fêter ses 21 ans, hein, ses 21 printemps en janvier prochain, si je ne me trompe pas. Voilà, ça reste effectivement une jeune université, mais qui grandit. Voilà. Comme on dit, un Rome ne sait pas faire en un jour, hein, donc il faut lui laisser le temps de continuer à grandir et puis de former ses jeunes, ses élites, etc. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que toi, Oumalter, tu as des questions pour... Alors, à mon niveau, pas de questions. Pas de questions, ou peut-être une question personnelle, parce que bon, voilà, j'avais 2, 3 interrogations, je les avais notées. Le reste, après, de toute façon, avait été plutôt très complet. La vidéo, de toute façon, est enregistrée. Elle sera accessible sur la chaîne YouTube. On la mettra aussi en lien sur la page Facebook. Comme ça, plus on écoute, plus on rit, hein. Ça pourrait être toujours intéressant de garder ces archives-là. Je vais y arriver. Monsieur Dionnet, peut-être un petit mot de conclusion pour terminer cette belle allocution. Si vous avez des mots d'encouragement, une petite anecdote à nous faire partager ou à partager aux étudiants, nous sommes là, nous vous écoutons. Une anecdote comme ça, la brûle pour point, non, mais un mot d'encouragement, oui. Alors, tout d'abord, une chose, parce que je vous ai écouté dans ce que vous avez dit. Il est vrai que la faculté de droit, je pense que, enfin, de toute façon, c'est simple, hein, le partenariat entre l'Université de Poitiers et l'Université de Djibouti, il est articulé sur l'activité de la faculté de droit dès l'origine, hein, puisque en 2010, c'est l'Université de Djibouti qui contacte la faculté de droit pour une demande de partenariat, de collaboration, qui se traduit d'ailleurs dès février 2011 par un premier colloque auquel avaient participé 3 de mes collègues. J'ai retrouvé ça. Il y a toujours eu une présence de l'enseignement de Poitiers en droit, hein, à Djibouti jusqu'à cette saleté de Covid. Et la pandémie a un peu interrompu tout ça. J'ai appris, je pense, que le doyen de la faculté de droit est censé nous visiter, le doyen de la faculté de droit de Djibouti est censé visiter Poitiers prochainement. Et il est fort probable que la participation des enseignants de la faculté de droit de Poitiers dans les enseignements de Djibouti, donc qui est interrompue depuis 2 ans, là, parce que rien n'allait à la surface de la planète, il est fort probable que ça reprenne prochainement, du moins on l'espère. Et puis, ce que j'espère aussi, c'est que les étudiants de Djibouti auront été sensibles à ce qu'on a pu leur raconter sur Poitiers. On les attend à bras ouverts, hein. Bon, alors évidemment, il y a la sélection. Évidemment, il faut quand même savoir que nous, faculté de droit dans l'étude en France, tous les ans, c'est autour de 3000 candidatures, tout niveau confondu. Donc, on voudrait bien accueillir tout le monde, mais c'est le volume de nos étudiants. Donc, on ne peut pas doubler la faculté de droit par nos étudiants extracommunautaires. Donc, évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde. Mais on est très ouvert à l'accueil des étudiants étrangers, des étudiants djiboutiens. J'ai regardé un peu les chiffres. Effectivement, là aussi, depuis quelques années, on sent un petit faiblissement. Alors, mobilisez-vous pour Poitiers. Quand je dis vous, c'est pas vous, monsieur, c'est oui, mais vous inquiétez pas, on pousse derrière aussi, donc on est là derrière. Mobilisez-vous pour Poitiers, c'est comme l'a dit Chantal, c'est une ville très accueillante, à 1 heure de Paris maintenant en TGV. Bon, le TGV, ça coûte cher, on peut pas y aller tous les week-ends à Paris, mais enfin, je veux dire, c'est très, très facile d'accès. Dans une région où il ne fait pas trop froid, je sais que pour les étudiants d'Afrique subsaharienne, ça compte, mais bon, de toute façon, ils auront froid. Ils auront froid, de toute façon, ils ont toujours froid. Il fait trop froid quand même pour eux, mais moins froid qu'à Lille. Voilà, on va prendre les choses positivement. Nous serons ravis d'examiner des candidatures, de les instruire et d'en accueillir, et puis de voir que les étudiants choisiront Poitiers. Très bien, merci beaucoup. Bon, je vais repasser le relais ou le flambeau au docteur Opsi aussi, qui devra de toute façon, comme chaque année maintenant, faire le tour des différentes facultés pour bien motiver les étudiants. On a quelques bons contacts là-bas. Puis c'est vrai que bon, on essaye un petit peu. Le droit reste de toute façon toujours très demandé et
qui intéresse les étudiants. Alors effectivement, peut-être que Poitiers est un petit peu oublié, certainement victime de son succès. Hein. Vous avez effectivement une très très bonne réputation sur le droit. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, je crois, un étudiant qui avait postulé dans l'un de vos masters en criminologie, enfin je ne sais plus l'intitulé. Forcément, même s'il avait plus de 16 de moyenne, etc., le pauvre s'était fait un petit peu retoquer parce que bah, forcément, c'était un master très très compliqué là-dessus. Donc bon, il a réussi à trouver un autre master chez vous, mais pas forcément celui dont il rêvait. Mais voilà, il a fait son petit bonhomme de chemin par la suite. Donc voilà, maintenant on va essayer de reprendre contact avec tous les étudiants et puis les motiver à candidater effectivement chez vous et puis en vous relayant bien évidemment les informations. Donc voilà, attention, cette année on a une belle cohorte de peut-être, je sais pas, 15-20 étudiants. Voilà, regardez leur dossier avec bienveillance et puis essayez de voir comment faire. C'est gentil. Ok. Très bien. Bon, bah, écoutez, Merci. merci beaucoup. Merci Merci à aussi vous. à Chantal pour sa participation. Donc, merci à vous, hein, Monsieur Denet, pour avoir pris un petit peu au pied levé face à ce petit challenge. Ah, voilà, il n'y a pas de Voilà. souci, il n'y a pas de problème. Voilà, Il maintenant qu'on est rodé, à l'année prochaine. Hein. voilà, bah, si vous voulez, pas de souci, mais on travaillera sur un autre format. De toute façon, je vous recontacterai par mail pour un petit peu débriefer tout ça, etc. Mais avec grand plaisir, effectivement, faire d'autres interventions parce que je pense que c'est important aussi pour les étudiants de voir ça et peut-être de discuter. Bon, j'ai des idées, je vous expliquerai ça ultérieurement, histoire de trouver quelque chose de bien sympathique à faire. Voilà, en tout cas, bonne continuation à vous. Pour que commencer. Donc, en espérant effectivement que tout se passe bien, qu'on n'ait plus de problèmes de Covid ou d'autres virus qui viennent effectivement handicaper toute la mobilité de nos chers étudiants. C'est quand même mieux effectivement quand on est inscrit dans une université en présentiel, bah, de ne pas faire les cours en visio à 6000 km de sa faculté. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc voilà, on espère que ça se passe maintenant bien et que tout le monde puisse de nouveau partir sans contrainte. Voilà, Macaire, un dernier petit mot aussi de ton côté où tout va bien? Ça va? Bon. Non, Alors, ça j'ai des va. bons retours des étudiants qui ne posent pas de questions, forcément, mais qui sont très, Voilà, très bon, ils les intéressés. poseront, voilà, comme d'habitude, ils les poseront à partir de Comme d'habitude. Après, ils vont venir nous voir après. C'est pas grave. C'est des grands timides, nos étudiants. Bon, c'est pas un souci. Ils sont Bon, partout voilà. pareil. Ah bah, C'est partout pareil. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. Merci merci beaucoup, en beaucoup tout pour votre cas. présentation. À très, très bientôt et au plaisir. Bonne fin de journée à vous, à Djibouti. À vous Merci. Au aussi. revoir. Au revoir.